Bonjour donc à toutes et à tous. Je me présente, Jean-Marc Laforêt, je suis le président de la Maison de l'Amérique latine depuis assez peu de temps, depuis la fin du mois de juin de l'an dernier. Donc je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Et d'abord féliciter Diane Coutelier, qui travaille avec nous d'ailleurs depuis quelques mois, d'avoir pris l'initiative d'organiser cette journée d'études. Euh, donc je ne suis pas personnellement un spécialiste des langues originaires actuelles de l'Amérique latine, je ne vais pas vous en parler puisque c'est vous qui connaissez le sujet. Simplement, vous remercier, vous féliciter pour l'organisation de cet événement et pour l'attachement que vous avez à ces langues. Ce que je comprends, donc, c'est que c'est la première fois qu'on consacre une journée entière ici à la Maison de l'Amérique latine aux langues originaires d'Amérique latine. Donc en soi, c'est déjà un événement. On commence bien l'année 2025. Dans les éléments que Diane m'a fait passer, j'ai appris, parce que bon, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, c'est que nous sommes dans la décennie des langues autochtones proclamée par l'UNESCO, donc 2022-2032, donc on est encore même dans la première moitié, cet événement est tout à fait opportun. Il y a eu quelques événements ici, mais consacrés à des aspects particuliers du sujet, mais pas à l'ensemble de la problématique. Par exemple, ça fait juste un an, il y a eu la présentation d'un ouvrage en nahuatl, qui est, je crois, votre langue de prédilection. Oui, c'est ça. Moi, j'ai Voilà. travaillé sur de la poésie bilingue nahuatl-espagnol contemporaine. Donc le poète Mardonio Carballo était là il y a 6-8 mois. C'est ça. Et en plus, c'est aussi un ami, par exemple, de Carlos Atle qui interviendra cet Ah après-midi. oui. Donc, on crée du réseau aussi entre ces différents poètes. Alors si, ce que je comprends, c'est que un des objectifs, parce que dans une journée comme celle-là, il y en a plusieurs, est de montrer la vitalité de ces langues, le fait qu'elles existent et qu'elles sont vivantes. Euh, et donc ce que je comprends, c'est que vos travaux sont centrés sur la question des créations qui existent à partir de ces langues, d'où tous ces ateliers sur traduire, illustrer, créer, éditer, parce que c'est vrai qu'une langue n'est pas vivante simplement dans un laboratoire de sémantique ou d'anthropologie auquel s'intéressent quelques dizaines de personnes, mais elle existe parce qu'elle est le véhicule de quelque chose, quoi, hein. Peut-être dernier point, cette question-là s'inscrit peut-être dans un cadre qui est un peu plus vaste que celui du plurilinguisme en Amérique latine, qui est une question importante. Par exemple, moi en ce moment, je lis, mais à petite dose, le dictionnaire politique de l'Amérique latine qui a été publié il y a peu de temps par l'IHEAL, et où il y a plusieurs entrées qui sont relatives au plurilinguisme. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de... J'ai pas eu le temps de voir cette entrée, mais c'est quelque chose effectivement auquel Voilà. je suis Et puis sensible. pour rien vous cacher, avec Diane, donc on participe d'un petit groupe qui travaille à la réalisation de 2 journées importantes sur l'Amérique latine ici au mois de mai, dans le cadre des semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes. Donc qui auront lieu le 24 qui est un samedi et le 25 qui est un dimanche. Comme c'est un dimanche et qui en plus tombe le jour de la fête des mers, je ne sais pas si ça parle beaucoup au peuple autochtone, mais et donc il y aura un aspect festif, culturel, et puis il y aura, je crois, aussi un point sur le plurilinguisme qu'animera Diane dans des modalités qu'on doit définir, parce qu'on organise ça, enfin, c'est en tous les cas notre ambition de le faire avec un grand nombre des associations latino-américaines ou liées à l'Amérique latine qui participent à ces semaines depuis déjà une dizaine d'années. Là, l'objectif un peu différent, c'est de leur permettre de se rencontrer entre elles, puisque d'habitude chacun fait son truc dans son coin. Et puis peut-être, si ça marche bien, qu'il y a du monde, montrer aux décideurs en France que l'Amérique latine existe, parce qu'elle est quand même un peu oubliée. Bon, parfois le fait d'être oubliée par la communauté internationale n'est pas toujours une mauvaise chose. C'est le signe que, bon, finalement, on se débrouille bien sans elle. Donc il n'y a pas que du négatif là-dedans. Mais enfin, je trouve quand même que, et c'est vrai qu'ici, à la Maison de l'Amérique latine, on est particulièrement exigeant. Je trouve qu'on avait encore une discussion juste avant de venir avec Anne, c'est quand même un peu désolant qu'à Paris, il n'y ait pas vraiment une librairie qui vende les ouvrages de la littérature latino-américaine et espagnole, enfin de langue espagnole en général, où pourraient trouver leur place aussi, évidemment, les publications en langue originaire actuelle
d'Amérique latine. Vous pouvez trouver facilement, enfin facilement, assez facilement des ouvrages en portugais parce qu'il y a une librairie portugaise, en allemand parce qu'il y a encore un truc allemand, en anglais parce que c'est partout dominant, et puis l'espagnol qui est la deuxième langue enseignée en France, il n'y a pas de librairie, on peut acheter, et on est obligé de les commander, et ils arrivent, je ne sais pas par quel biais, mais sûrement pas par un biais qui est très profitable à l'environnement. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, et donc ce que vous faites, évidemment, on peut dire c'est un truc de niche. C'est vrai que par rapport à l'espagnol et les langues originaires actuelles d'Amérique latine, qui doivent être d'ailleurs plusieurs centaines ou plusieurs dizaines, non? Ah bah on va le voir avec la présentation de Marie-Chausson, voilà, mais ça compte même plutôt en je ne vais pas être beaucoup plus long. On va apprendre ça. En tous les cas, bonne journée ici. J'espère que tout va bien se passer. Je sais que l'après-midi, c'est un peu plus ludique, hein, si on peut dire, parce qu'il y a un certain nombre de présentations culturelles, etc. Je peux peut-être dire un mot aussi de l'organisation du programme. Je repasse la parole à Diane. En fait, j'ai vraiment pensé cette journée comme une journée interdisciplinaire. L'idée, c'est que quand justement j'ai préparé aussi, j'ai soutenu l'an dernier mon mémoire en poésie mexicaine actuelle, bilingue nahuatl-espagnol, je me suis rendu compte qu'il y avait parfois un manque de dialogue entre ce qui se faisait par exemple en anthropologie, en littérature et en traduction. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi réunir tous ces acteurs, actrices de la diffusion des langues originaires et puis aussi des créateurs, créatrices. Il se trouve que pour certains, ils interviendront à distance, donc c'est pour ça que c'est plus l'après-midi, parce que finalement, ce sera le matin de là où ils interviendront. Et puis je suis vraiment honorée de pouvoir organiser ça dans ces lieux à la Maison de l'Amérique latine. Ça fait vraiment sens. Et puis j'espère que justement ça vous donnera envie d'en découvrir plus, parce que chaque personne qui va parler aujourd'hui va simplement pousser une porte en fait derrière laquelle il y a énormément de choses à découvrir, et j'espère que justement ça vous donnera envie de creuser un peu plus la question. Et du coup, juste pour présenter le début de la matinée, donc en fait merci d'être venu aussitôt à 9h30, d'avoir bravé le froid, et en plus on est pas très gentil. On va commencer par une intervention en capsule vidéo en fait, parce que c'est Marie-Chausson qui est une anthropologue spécialiste du Tseltal que j'ai connue moi à l'INALCO, donc qui est un institut de langue à côté de la BNF, qui est une chercheuse formidable, très dynamique, donc même si elle est en vidéo, j'imagine qu'elle saura quand même attirer votre attention, et elle va justement parler du nombre de langues, aussi des idées reçues qu'on peut avoir sur ces langues, parce qu'il y a des enjeux très politiques aussi de stigmatisation de ces langues. Et puis après on entrera vraiment dans la littérature avec une intervention cette fois-ci en présentiel, donc vous pourrez vous sortir de votre torpeur avec Alexia Grollo, que je présenterai tout à l'heure, mais qui est chercheuse en littérature latino-américaine. Qui est ici. Et qui est ici, voilà, en rouge dans le coin. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir lancer la présentation. Et puis, comme ça, vous aurez le cadre général de la journée. Et puis après, on sera lancé pour les interventions présentielles. Bonjour à tous. D'abord, je vous prie de bien vouloir m'excuser de ne pas être parmi vous. Je suis prise par d'autres obligations, malheureusement. Et puis, du coup, m'excuser de ce format particulier de capsule vidéo qui, je l'espère, ne sera pas trop pénible pour vous. Voilà, moi, ça me rappelle mes cours de visio pendant la pandémie. Je parle toute seule, mais c'est pas grave. Alors, l'organisatrice de cette journée m'a demandé de présenter un panorama assez général et des dynamiques des langues autochtones ou originaires actuelles des Amériques, en essayant de contrer aussi quelques idées reçues sur celles-ci. Donc, je souhaiterais débuter cette présentation par une petite mise en contexte à l'échelle du monde, hein. Donc à l'aube de notre siècle, les travaux de vénérables linguistes nous apprennent qu'il existe environ 6000 langues dans le monde. 95% de ces 6000 langues n'étant parlées que par 5% de la population mondiale. 25 ans après, il y a peut-être eu quelques petites corrections et malheureusement quelques disparitions de langues. Mais une chose est certaine, il existe clairement des langues majoritaires sur la planète, mais aussi une très grande diversité de celles-ci.
De ces 6000 langues, 950 sont parlées dans les Amériques. Ce chiffre d'un petit millier de langues, en fait, il n'est pas très impressionnant si on le compare, par exemple, aux 2000 langues du continent africain ou sur un espace beaucoup plus restreint aux 1000 langues parlées en Nouvelle-Guinée. À titre de comparaison, sur le continent européen, on a 200 langues qu'on peut qualifier d'autochtones. Alors, traditionnellement, les chercheurs divisent le continent américain, enfin certains chercheurs divisent le continent américain en 3 grandes zones, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Je vais ici, moi aussi, m'appuyer sur cette division un peu particulière pour présenter certaines données linguistiques, en commençant par vous dire que géographiquement, ces 950 langues, elles se répartissent de manière croissante du nord au sud. Toujours d'après les mêmes travaux, on considère que le nombre approximatif de langues en Amérique du Nord est de 230, en Amérique centrale d'environ 300 langues et en Amérique du Sud d'environ 420 langues. Alors, je vais faire un tout petit premier aparté relatif à une question qu'on rencontre très fréquemment quand on a des discussions sur les langues autochtones. S'agit-il de vraies langues ou de dialectes? Alors, la question, elle n'est pas complètement innocente parce qu'elle éclaire aussi un usage particulier que nous faisons en France et peut-être plus largement dans le monde occidental du terme dialecte, hein, qu'on emploie de manière assez abusive avec une connotation hiérarchique en fait. Très souvent dans notre idée, le dialecte est considéré comme subordonné à la langue. C'est une espèce de... Si les dialectes étaient des enfants d'une langue, des sortes d'états de langue générés ou dégénérés à partir d'une langue de référence qui serait plus souvent soit la langue de prestige, soit une langue standardisée. Alors, en linguistique, les dialectes, en fait, c'est pas ça. Les dialectes, ce sont des états parallèles d'une langue, comme par exemple le français, tel que défini par l'Académie française, le français parlé à Marseille, ou le français québécois, sénégalais ou de Nouvelle-Calédonie, sont tous des dialectes d'une seule et même langue, le français. Alors, c'est important de le comprendre parce que beaucoup de langues autochtones n'ont pas fait l'objet d'une standardisation. Par exemple, donc, là où je travaille, au Mexique, donc au Chiapas, les locuteurs de la langue tzeltal, que vous voyez ici sur un bel aplat jaune, en réalité, n'utilisent pas tous le même lexique d'une localité à une autre. Il y a des différences phonologiques, morphosyntaxiques, de structures grammaticales d'une variante à une autre. Toutes ces variantes sont du tzeltal, mais il n'y a pas de tzeltal standardisé, duquel il découlerait, hein, duquel découleraient ces variantes. Donc c'est le cas pour beaucoup d'autres langues autochtones et il faut se méfier du coup d'un usage sociopolitique, en fait, on va dire, du terme dialecte qui marquerait une forme de hiérarchisation, en fait, en quelque sorte, entre langue et dialecte. Donc, les langues autochtones sont des langues et non pas des dialectes. Et comme on peut parfois nous le demander aussi, elles n'ont pas de ressemblance, bien qu'il y ait des emprunts, avec les langues dominantes qui sont souvent l'espagnol, l'anglais ou le portugais. Alors, juste pour introduire le vocabulaire que je vais utiliser dans la suite de cette présentation, je voudrais revenir un tout petit peu sur les systèmes de regroupement des langues. Alors, on a vu que l'ensemble des variantes dialectales forment une langue. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Les analyses linguistiques regroupent ensuite un certain nombre de langues en familles linguistiques, n'est-ce pas? Quand elles ont pu prouver qu'un groupe de langues dérive directement d'une origine, d'une seule langue ancestrale, entre guillemets, qui s'est diversifiée au cours du temps. Alors, bon, par exemple, vous avez probablement déjà entendu parler de la famille des langues indo-européennes à laquelle se rattache le français. Donc, à un second niveau d'analyse, il est possible de regrouper les familles linguistiques en des ensembles qu'on appelle des stocks ou souches, quand on a de bonnes raisons de penser qu'elles résultent elles-mêmes de la diversification à partir d'une origine commune, mais que finalement la profondeur historique, elle est trop importante pour accumuler des preuves absolues. Alors, quand une langue, par contre, ne semble avoir aucun lien de parenté avec d'autres, elle constitue à elle seule une famille ou un stock
et on parle dans ce cas-là d'Isola. Mais revenons, pourquoi je vous introduis ce vocabulaire, revenons à la situation linguistique des Amériques, qui a une particularité étonnante qui est le nombre très important de stocks qui la composent. Pour revenir aux exemples que je vous citais tout à l'heure, les 2000 langues parlées en Afrique peuvent être regroupées en une vingtaine de stocks. Le millier parlé en Nouvelle-Calédonie en 30 stocks. Et les 200 langues parlées en Europe en seulement 3 stocks. Or, sur le continent américain, en fait, il est très difficile de réduire rationnellement toute la diversité des différentes langues parlées, puisque les recherches, en fait, font état de l'existence de pas moins de 157 stocks, c'est-à-dire 157 regroupements de langues, ou familles de langues, qu'il est impossible de relier entre elles. Donc, le continent américain, de ce point de vue-là, c'est un véritable réservoir de diversité génétique et typologique des langues. Donc, toujours à partir de la même division nord, centre, sud, on observe cette répartition des stocks. On en trouve 50 stocks en Amérique du Nord, 14 en Amérique centrale et 93 au sud. Ce qui signifie essentiellement qu'en Amérique centrale, on a un grand nombre de langues, mais qu'elles ont plus de liens entre elles, qu'elles peuvent plus facilement être reliées entre elles. En Amérique du Sud, le grand nombre de stocks s'explique aussi par le fait qu'il y a de très nombreux isolats, comme on va le voir, donc des langues qui ne peuvent pas être rattachées à d'autres. Alors, là, je vais vous faire une présentation assez générale parce que vous avez compris que c'est très diversifié. Et donc voilà, vous avez d'abord une carte de la distribution géographique des stocks nord-américains. Je vais vous évoquer avec vous très très rapidement les familles de langues, enfin les familles en fait qui englobent des langues qui ont le plus de locuteurs en Amérique du Nord. On a d'abord la famille Escaleut, avec entre autres l'Inuktitut, la famille Athapascan, avec entre autres l'Apache et le Navajo. De l'autre côté, subarctique Est, on a la famille algonquienne, hein, avec le Cri, l'Innu et l'Ojibwa. La famille iroquoienne, avec le Cherokee. La famille Siouan, avec le Dakota et le Lakota. La famille muscogène, avec le Choctaw. Et enfin, la famille des langues uto-aztèques, dont on reparlera parce que les locuteurs de cette langue de cette famille ont une distribution géographique, il y en a aussi en Amérique centrale. Donc voilà, donc dans cette région qui nous intéresse du nord de l'Amérique, le Hopi, en l'occurrence, à défaut d'être l'une des langues les plus parlées, est l'une des langues les plus connues et documentées. Alors, en Amérique centrale, c'est un petit peu différent. On a à l'extrême nord la famille de langues Hokan. À l'extrême sud, les familles de langues Misumalpad et Chibchan. La famille de langue Chibchan continue à s'étendre en Amérique du Sud. On en reparlera. Et on a au centre, enfin dans la grande partie de l'Amérique centrale, une région qu'on appelle la Mésoamérique, qui a ce site spécifique qu'elle forme une union de langues solides. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous le dire tout de suite. On retrouve dans cette région une centaine de langues appartenant, selon les chercheurs, à entre 3 et 4 grandes familles de langues. Donc, on a la famille uto-aztèque, que vous voyez ici en rouge. Donc, évidemment, là, ils l'ont arrêté à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Vous doutez bien que ça continue, on a vu tout à l'heure. La famille uto-aztèque, dont le nahuatl, le huichol et le pipil font partie. La famille des langues otomangues, avec l'otomi, le zapotèque, le mixtèque, entre autres. La famille Mixe-Soque, qui est les plus simple parce qu'elle regroupe les langues Mixe et les langues Soque. Et la famille de langues maya, une trentaine de langues, dont le maya yucatec, le tzeltal ou encore le quiché. Alors sur cette carte, il y a certains chercheurs qui considèrent que la famille Mixe-Soque et maya font partie d'un même stock, donc c'est pour ça qu'ils sont tout mis en bleu.
Alors, il faut y ajouter un certain nombre d'isolats, hein, entre autres le purepucha, le wave ou le Xinca. Ils les ont tous mis ici sur cette carte en vert alors qu'ils n'ont pas du tout de lien entre eux. Bon, la particularité de cette région, c'est qu'elle est considérée comme un Sprachbund, c'est-à-dire une union de langues parce que on y trouve des groupes linguistiques génétiquement différents, donc de ces 4 ou 3 familles, donc qui sont génétiquement différents, mais qui partagent certaines affinités ou convergences sur des points de structure importants, convergences qui seraient dues notamment à des contacts interculturels sur une très longue durée, contacts impliquant par exemple à certains moments de l'histoire de cette région, la superposition d'une élite dominante sur l'autre. Bon, on connaît par exemple la domination nahuatl au post-classique ou Mijesoque au pré-classique. Et c'est ça qui explique qu'en fait, on a, par exemple, dans la famille ottomane, vous avez des langues qui se situent aussi bien au nord de la Mésoamérique qu'à son extrême sud. C'est la même chose pour la famille uto-aztèque. Et par exemple, pour la famille maya, on a l'ouaztèque au nord et les langues mayas, d'autres langues mayas au sud. Alors, poursuivons notre survol vers les langues d'Amérique du Sud, dont la distribution, alors là, est compliquée. Enfin, c'est pas tant qu'elle est compliquée, c'est qu'en Amérique du Sud, on a donc une extrême diversité d'une part, et un grand nombre d'isolats. On considère qu'il y a 45 familles de langues en Amérique du Sud et 97 isolats. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les familles de langues, mais peut-être je vais peut-être commencer par celles qui ont le plus grand nombre de langues. Par exemple, la famille arawakienne. Donc il y a certaines langues, enfin locuteurs qui se trouvent de langues qui se trouvent plutôt au nord de l'Amérique du Sud et d'autres jusqu'en Bolivie. Donc la famille de langues arawakienne réunit plus de 60 langues. La famille de langues caribes qui réunit plus d'une trentaine de langues. La famille de langues tupi, hein, plus de 70 langues réparties sur un large espace, dont le guarani dont vous entendrez parler tout à l'heure. La famille Macrogé, qui réunit environ une trentaine de langues là aussi, et la famille Pano-Takanan, qui réunit aussi une trentaine de langues. On retrouve au nord de la Colombie des langues qui appartiennent à la famille Chibchan, donc en continuité avec le sud de l'Amérique centrale. Donc là, on parle, je vous ai évoqué très rapidement des familles qui regroupent un très grand nombre de langues, mais on a aussi un très grand nombre d'isolats. Je crois que j'ai une autre carte, attendez, hop, vous voyez les petits points là, hop, non, c'est pas celle-ci. Les petits points noirs et gris, ce sont des langues isolats. Et l'une des plus connues est là le Mapudungun. Ah oui, je ne vous ai pas parlé non plus des familles de langue quechua et aymara, qui ne comptent pas énormément de langues, mais qui ont énormément de locuteurs. Alors maintenant que vos yeux ont été éblouis par ces magnifiques aplats de cartes, hein, je voudrais quand même souligner les limites de cette approche, de ce que je viens de faire. En fait, le nombre de langues de chaque famille ou les frontières à poser pour délimiter l'espace occupé par les locuteurs de ces langues ne nous renseigne pas sur un point fondamental qui est celui du nombre de locuteurs. Hein. Si on ne s'intéresse qu'au nombre de locuteurs, il est intéressant de remarquer que deux des langues les plus parlées en Amérique du Sud, le quechua et l'aymara, réunissent respectivement 9,6 millions de locuteurs pour le quechua et 2 millions pour l'aymara. En Amérique centrale, donc un territoire beaucoup plus restreint, il y a environ 2 millions de locuteurs de nahuatl et sur un tout petit territoire comparé à d'autres, près de 1 300 000 locuteurs du quiché. Quand on remonte vers le nord, c'est là où ça devient un petit peu, j'allais dire dramatique, mais ce n'est pas le cas. On a des nombres de locuteurs beaucoup moins élevés. Les Navarros, donc la langue la plus parlée en Amérique du Nord, a 160 000 locuteurs.
Et la deuxième langue la plus parlée en Amérique du Nord est le cri avec 90 000 locuteurs. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes chiffres, hein. Ce que les cartes ne nous permettent pas non plus de montrer, ce sont les situations sociolinguistiques de ces langues qui offrent des contrastes aussi très importants. C'est-à-dire que les aplats de couleurs sur leur carte ne permettent pas de répondre à une question extrêmement courante à propos des langues autochtones, à savoir est-ce que ces langues sont parlées quotidiennement ou non. Alors je vous répondrai d'emblée que c'est absolument impossible de donner une réponse unique et générale à cette question. Il y a des langues autochtones qui font l'objet d'un usage et d'une transmission très forte. Des contextes comme celui dans lequel je travaille, où les enfants, avant leur scolarisation, ne parlent pas la langue nationale, l'espagnol en l'occurrence. Mais on a aussi d'autres contextes sur le continent où les parents ne souhaitent plus transmettre leur langue d'origine, la langue autochtone, souvent parce que l'usage de ces langues est ici stigmatisé. Bon, elle l'est en général, on peut le dire. Qu'il est important de signaler aussi, c'est que, alors évidemment, il y a des régions où on a des pourcentages assez élevés de monolingues en langue autochtone, mais on a surtout beaucoup de situations de bilinguisme, hein, voire de plurilinguisme, qui font coexister une langue minoritaire et une langue majoritaire. Et ces situations de bilinguisme, elles ont ceci de déséquilibré que souvent une des deux langues est généralement fortement désavantagée par le cadre de ses fonctions et de son usage qui est relativement étroit. On a souvent une opposition entre langue vernaculaire, langue du foyer, d'un cercle local restreint, et langue véhiculaire ou officielle, qui est celle en fait des fonctions nationales hein, ou internationales, qui est celle d'un statut prestigieux et dont l'usage favorise la mobilité sociale. Alors, le nombre de locuteurs, il faut faire attention aussi avec ça, parce que ce n'est pas toujours un bon indicateur de la situation sociolinguistique d'une langue. De manière un petit peu surprenante. Par exemple, des langues au faible nombre de locuteurs vont se trouver dans une situation de monolinguisme important avec une forte transmission transgénérationnelle, alors que des langues à plus grand nombre de locuteurs vont se trouver dans une situation de perte de vitesse, souvent face à l'usage plus développé de la langue nationale, qu'elle soit anglaise, espagnole ou portugaise. Pour mieux comprendre la situation actuelle, il apparaît nécessaire de revenir sur le concept en fait de langue en danger, ou plutôt de viabilité des langues. Alors la question de la viabilité, elle est assez difficile à définir, hein. L'UNESCO propose avec un savant calcul de juger cette viabilité à partir de critères particuliers qui sont ceux de la transmission intergénérationnelle, du nombre absolu de locuteurs. C'est-à-dire la transmission intergénérationnelle, c'est important. Si on n'a que des anciens qui parlent la langue et qu'elle est plus transmise, bon voilà, c'est un critère de viabilité, enfin en tout cas de non-viabilité assez marqué. Le nombre absolu de locuteurs, il y a des langues dans lesquelles il n'existe plus qu'une dizaine de locuteurs, hein, donc on comprend que la survie de la langue va être compliquée. On a des questions aussi, des critères, relatifs à la proportion de locuteurs dans la population totale. En Bolivie, on a 66% de la population nationale qui parle une langue autochtone. Au Costa Rica ou en Argentine, on en a à peine 1,5%. Pour juger de la viabilité d'une langue, l'UNESCO propose aussi de voir quels sont les domaines d'utilisation actuels et la réaction aux nouveaux domaines d'utilisation possibles. Un autre critère est l'existence d'un matériel pédagogique et d'une littératie. De l'attitude des gouvernements et des associations. Est-ce qu'il y a des programmes de valorisation? Est-ce que ces langues sont reconnues? Mais aussi finalement de l'attitude des locuteurs individuels, hein. Est-ce qu'il y a les jeunes, par exemple, dévalorisent la langue autochtone? Le dernier critère, c'est celui de la quantité et de la qualité de la documentation, qui est, avec celui du matériel pédagogique et de la littératie, un critère clair en faveur de l'importance de la documentation et de l'apprentissage de ces langues. Alors, si on prend tous ces critères et qu'on les fait mouliner et qu'on regarde ce que ça donne sur les langues des Amériques,
Donc, les résultats ont donné ceci. Sur les 420 langues parlées en Amérique du Sud, 290 sont jugées sur ces critères viables. Sur les 300 langues parlées en Amérique centrale, 250 sont jugées sur ces critères viables. Et, accrochez-vous, sur les 230 langues parlées en Amérique du Nord, seules 9, dont la plupart je vous ai citées dans la première slide, sont jugées viables à court et moyen terme. Alors, les politiques d'État et les institutions vis-à-vis de ces langues, l'existence d'une éducation bilingue comme on l'a vu, comme on l'a vu, des critères importants pour juger du dynamisme de celle-ci. Dans certains pays, les langues autochtones sont considérées comme officielles, comme au Paraguay ou en Bolivie. Dans d'autres, elles sont reconnues comme nationales. Et dans d'autres encore, comme au Brésil ou en Colombie, où on a une logique en fait de territoire dévolu, ou réserve, elles ne sont reconnues qu'au sein de ces espaces. Mon collègue pourra répondre mieux que moi, mais il me semble que pour le Mapudungun, la reconnaissance officielle est extrêmement récente. Je crois que c'est 2019 ou 2020 au Chili. Alors, on va même pas évoquer la question du manque de politique d'aménagement linguistique dans les territoires d'outre-mer français, en Guyane. Bon, bref. Beaucoup de pays, pardon, ne reconnaissent finalement ces langues que dans le cadre d'une politique d'éducation, avec la mise en place théorique de programmes bilingues. Mais ce qu'il est important de comprendre, en fait, c'est que la reconnaissance officielle des langues comme langue nationale, elle implique non seulement un devoir de préservation et de promotion de ce qui est considéré comme un patrimoine linguistique, mais elle oblige aussi, en théorie, toute administration publique, administration judiciaire, à ce que ces langues puissent être utilisées, notamment par le biais de l'assistance d'un interprète gratuit au sein de ces espaces. La garantie à l'information, elle implique aussi que toute nouvelle loi soit traduite dans toutes les langues. Alors j'en viens ici à une autre question fréquemment posée à propos des langues autochtones, qui est la question de savoir si elles sont essentiellement orales ou écrites. Alors ici aussi, c'est difficile de répondre de manière générale. Il y a des langues qui ont été transcrites à l'écrit dans des systèmes de communication graphique différents des nôtres depuis fort longtemps. On en retrouve par exemple dans les manuscrits mésoaméricains. Alors, j'ai pas le temps ici de revenir sur d'autres formes de répertoire graphique ou d'écriture dite sélective, mais il y en a. En tout cas, une partie des langues autochtones était écrite avant la conquête espagnole. Après celle-ci, enfin espagnole ou anglaise, ou pardon, je me auto-centrer un petit peu. Donc après la conquête, les locuteurs de beaucoup de langues autochtones, notamment dans des groupes engagés dans des contacts importants avec les colonisateurs, se sont emparés de l'alphabet latin afin de retranscrire leur langue. Alors ici, vous avez, les collègues reconnaîtront, du quechua, du guarani et du nahuatl. Alors de nos jours, j'aurais beaucoup de mal à évaluer les choses à l'échelle de l'Amérique, l'usage de l'écriture. Je me limiterai donc à vous parler de la région mésoaméricaine dans laquelle je travaille, où même si les langues n'ont pas encore été standardisées, le recours à l'écrit, il a d'abord été réimpulsé, par les institutions, notamment éducatives, qui ont publié moult manuels, mais aussi des institutions de promotion de la langue, qui ont publié des recueils, ou des institutions de santé, par exemple, ou de justice, qui diffusent régulièrement des traductions des lois ou des encarts informatifs. Là, par exemple, c'est en Celtal, un appel à ce que, pendant la Semaine Sainte, les gens continuent à respecter les gestes barrières. Là, je vous ai mis, par exemple, sur le site du secrétariat des relations internationales extérieures mexicaines, donc les consulats, etc. Tout est traduit. Il y a toute une série de consignes, ou d'aides informatifs sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir migrer, quel papier il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire, etc., etc., dans différentes langues autochtones. Plus encore, les compagnies privées, elles utilisent, dans la région où je travaille, le tseltal,
notamment dans les publicités, hein, les publicités Coca sont toutes en Celtal, voire dans les compagnies téléphoniques, hein. En fait, moi, quand j'ai plus de solde de crédit sur mon téléphone, on m'envoie un message d'alerte, un SMS d'alerte, parce que j'ai été localisée en Celtal, géolocalisée. Voilà. Bah, l'essor de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp encourage plus encore, si vous voulez, l'usage, le recours à l'écriture, en fait. Et de fait, on a une forme de normalisation par l'usage. C'est-à-dire que même les Tseltal communiquent beaucoup entre eux sur Facebook ou sur WhatsApp. Et du coup, au bout d'un moment, les variantes dialectales sont, je vais pas, se normalisent d'elles-mêmes. Alors là, je vous ai mis, il y a même des trucs sur Insta avec des enfin bon, bref. Voilà. Enfin, il y a des langues autochtones, notamment d'Amérique du Nord, qui ont été retranscrites par des syllabaires, oh là 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 là, syllabaires, pardon, généralement inventé au 19e siècle. Hein, le syllabaire cherokee, ça a été inventé par un cherokee. Pour le coup, les syllabaires autochtones canadiens ont plutôt été inventés par des missionnaires. Mais ils sont utilisés aujourd'hui pour retranscrire la langue à l'écrit. On a des régions, là je vous avais mis par exemple, où là on a une presse en quechua. Voilà, donc tout ça pour vous dire que oui, les langues autochtones sont, une partie des langues autochtones sont écrites, utilisées à l'écrit. Alors je vais être obligée de conclure, hein, même s'il y aura encore beaucoup de choses à dire et que j'ai déjà parlé très vite, parce que la vérité c'est que j'ai fait une première version de cette capsule vidéo qui était beaucoup trop longue. Et je souhaiterais conclure sur un autre point des dynamiques des langues autochtones. Au-delà d'un simple usage dans le cercle restreint de la famille ou de la communauté locale, il me semble qu'on se trouve à une période clé de création et de réinvestissement des langues autochtones dans des formes d'expression telles que la performance poétique, mais aussi le développement d'une scène musicale qui s'écarte un peu des canons des musiques dites traditionnelles, en s'emparant de la création musicale dans des genres dits, souvent dans des genres dits contestataires, hein. Typiquement, il y a plus de groupes de rap et de rock que de pop autochtones. Et ça va dans le sens, évidemment, de mouvements de revendication identitaire. Donc les langues autochtones sont de plus en plus mobilisées également dans la production cinématographique, qu'il s'agisse de films largement distribués ou de petites productions locales, hein. On a aussi de plus en plus de création de contenu en langue autochtone dans un spectre très large, hein. Sur YouTube, vous trouvez des choses, petites news locales, des chaînes de news locales, des chaînes de tranches de vie, voire des prêches religieux. Il y a même des influenceurs, en tout cas Tseltal, que moi je suis. Donc tout cela va dans le sens en fait d'un nouveau dynamisme de ces langues par leurs locuteurs. À la question qu'on pose souvent sur l'avenir de la diversité linguistique dans un contexte de mondialisation, on a toujours cette idée qu'en fait la mondialisation, elle tend forcément vers une forme d'homogénéisation. Je me permettrai juste ce petit point d'optimisme, hein. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on peut observer, alors je ne peux pas préjuger de l'avenir, hein, mais c'est que les outils même de communication et de diffusion globale tendent, et c'est important, hein, à être finalement vecteurs d'une plus grande valorisation, d'une plus grande diffusion de ces langues à des échelles jusqu'alors inimaginables. Et donc, il me semble que c'est un point extrêmement positif sur lequel je souhaiterais conclure. Voilà, le monde global tel qu'il a été, les outils du monde global tels qu'ils ont été appropriés par les locuteurs des langues indigènes, a pour conséquence une diffusion de plus en plus importante de ces langues. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée. Je crois que j'ai dépassé déjà mon temps, qui s'annonce très intéressante au vu des présentations qui vont suivre. Et donc, je vous prie encore une fois de m'excuser d'avoir déroulé
aussi vite que possible toutes les informations que je voulais vous transmettre. Bonne journée à vous.